Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel épisode. Nous recevons une dame que vous avez déjà vue sur la chaîne qui revient avec un nouveau titre. Je suis morte il y a 25 ans. Il s'agit de Madame Isabelle Duval. Bonjour Isabelle. Bonjour Judith, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur Parlons de livres. Vous savez, nous, dès que ça sort, on lit et quand ça nous plaît, on se dit allez, c'est parti. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Je ne sais pas, peut-être aux auditeurs, à nouveau, leur dire qui vous êtes sans entrer dans les détails, bien sûr. Alors, c'est toujours moi. Je m'appelle toujours Isabelle. Je suis toujours maman de 3 enfants, 3 garçons, qui ont pris un peu plus de mots que moi maintenant. Mais voilà, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai toujours écrit, j'ai fait des études littéraires, j'ai travaillé comme secrétaire, réceptionniste d'hôtel, je travaillais auprès d'enfants, et puis je suis auteur à temps plein. Oui, à temps plein, c'est vrai. Je suis morte il y a 25 ans. C'est vrai que ça change du dernier titre, parce que le dernier titre dont on a parlé, c'est Seulement un père. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est Je suis morte il y a 25 ans. Déjà, Isabelle, si vous pouvez nous justifier le titre. Je suis morte il y a 25 ans. Oui, alors en fait, il y a 25 ans, quand j'ai écrit ce livre l'année dernière, ça faisait 25 ans que ma mère est décédée le jour de mon anniversaire, le jour de mes 22 ans. Et il m'a fallu 25 ans, en fait, donc arrivé à son âge, 47 ans, l'âge auquel elle est décédée, pour réussir, entre guillemets, à aller mieux, on va dire. Il fallait que j'atteigne ce cap pour avancer. Pas pour oublier, parce que c'est pas possible. Ça, ce sera jamais possible. Mais il m'a fallu un quart de siècle pour pouvoir avancer. Oui, c'est vrai. Il est très intéressant, le livre. Il est très intéressant parce que j'ai remarqué, de par votre expérience, en fait, vous avez écrit ce livre. Bon, on sent que c'est un exutoire, c'est vrai. Mais en même temps, vous donnez des conseils, des mises en garde, voilà, par rapport à différentes situations que vous-même avez déjà vécues. Oui, tout à fait. J'ai voulu aider des personnes, en fait, qui risquent, ou qui malheureusement, oui, les risques, c'est le mot, de traverser des expériences que j'ai vécues. Et moi, j'ai dû me débrouiller toute seule, en fait, pour trouver des solutions. Et si je pouvais justement aider ces personnes à les trouver plus rapidement, avec mes méthodes, mais me mettre en garde aussi et ne pas hésiter, je le dis carrément, à changer de médecin aussi, par moment, en fait, puisque moi, si j'avais pas changé de médecin, je serais probablement plus là. Donc, c'est quelque chose de grave quand même. Et voilà, il faut s'écouter, il faut oser aussi, des fois, taper du poing sur la table pour se dire je suis un être humain, je connais mon corps, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, et voilà, entre autres. Donc, oui, voilà, si les personnes peuvent se servir de quelques-unes de mes méthodes, pas toutes, je dis pas qu'elles sont toutes valables pour tout le monde, hein, comme je le dis si bien, je fais pas de miracle, je suis pas médecin, donc, mais j'explique ce qui a fonctionné pour moi, pour avancer justement, pour pouvoir m'en sortir, plusieurs domaines. C'est ça, c'est à chacun de lire et puis de prendre ce qui lui convient, c'est ça. C'est ça. Alors, dans des cas comme celui-ci, quand on lit, effectivement, il y a beaucoup de choses, comme vous dites, qu'on garde, qui datent de l'enfance. Il suffit d'un choc pour que tout réapparaisse et qu'on fasse le lien avec ce qu'on a vécu depuis l'enfance. On revient à l'enfance, on parle de l'enfance. Beaucoup de choses peuvent détruire un enfant. Beaucoup de choses peuvent détruire un enfant. Des paroles dégradantes, rabaissantes, le divorce des parents, l'abandon, le rejet. On est des éponges, les enfants sont des éponges et on enregistre tout, malheureusement, et on grandit avec. On essaie de se construire, et quand arrive quelque chose comme il m'est arrivé, perdre ma mère, en fait, on perd un repère énorme, parce que voilà, elle est plus là pour les conseils, tout ça, c'est très très compliqué à avancer, et on essaie de trouver nos solutions. On se remémore beaucoup de choses, on se remet en question énormément. On se dit, est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? On culpabilise. Et après, il faut passer outre ça.
il faut trouver nous-mêmes nos solutions. Alors c'est franchement pas évident, hein, pas tout le temps. Des fois, on arrive à faire des bêtises, hein, je le dis dedans. Et on se rend compte que c'est pas les meilleures solutions non plus. Mais c'est vrai que cumuler beaucoup de choses, on se forge une carapace. Et forcément, la carapace, il arrive un moment, elle craque parce qu'on n'en peut plus. Le corps se rebiffe. Et quand le corps il n'en peut plus, et on développe ce qu'il ne faut pas qu'on développe. Et puis voilà. Puis après, on n'a pas le choix que d'ouvrir les yeux et faire face à la réalité. Et puis, si on veut s'en sortir, si on veut aller de l'avant, et on prend la force qui nous reste, le peu de force, on essaie de s'en construire encore plus. On se sert de nos acquis, de nos expériences, de tout ce qu'on a pu rencontrer. Et puis, au lieu d'en tirer du négatif, on en tire du positif. Il faut apprendre à tirer du positif du négatif et ça nous permet d'avancer. En fait, la douleur, les critiques, tout, je pense que faut qu'on s'en serve pour avancer. Et que ce soit un carburant, en fait. Carburant pour toujours aller de l'avant, en fait. Que, peu importe ce que les gens peuvent penser, notre comportement, tout ça, et je le dis, en fait, personne n'a vécu une seconde de notre vie, personne ne peut juger notre vie. En fait, ils n'ont pas le droit, en fait. C'est comme ça. Bon, après, l'humain reste humain. Hein, malheureusement, les critiques, ça fuse tout le temps. On apprend à vivre avec, et puis c'est tout. Nos valeurs, elles sont à nous, et puis voilà. Nous permettre d'avancer. C'est ça. Il faut passer outre les critiques parce qu'après tout, c'est notre vie. Donc, c'est à nous-mêmes de la gérer, voilà, comme on le sent. Tout à fait. Notre vie, c'est ça. C'est notre vie, comme je dis dans le livre, c'est votre vie. Vous êtes formidable, peu importe ce que les gens vont dire de vous. C'est vous. Ce sera toujours vous contre vous-même. C'est dur des fois à s'en rendre compte et en prendre conscience. Parce que c'est vrai que moi, je parle à un moment... avec quelqu'un pervers narcissique où en fait j'étais dans ma bulle et en fait pour moi c'est tout ce qu'il disait c'était écrit quoi, c'était vrai, c'était jusqu'au moment où on réalise que non parce qu'on se perd soi-même et c'est très difficile une fois qu'on s'est perdu. Ça rajoute une souffrance supplémentaire mais on n'a pas le choix que de se souvenir en fait de notre enfance justement, de ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris et heureusement qu'on avait eu des bonnes bases quand même, on s'en sert. Donc, quelque part, même si ma mère n'est plus là, elle m'a aidé à avancer et elle continue à m'aider à avancer par tout ce qu'elle m'a appris. Et voilà, c'est ma bonne étoile. Oui. C'est bien, c'est très bien la façon dont vous prenez effectivement la vie, cette philosophie de la vie que vous avez, de vous servir de vos expériences pour avancer. Je crois que ça parle à plus d'une personne. Alors Isabelle, vous parlez en général d'hyper-empathie, d'hypermnésie, voilà. Je découvre ce mot, voilà, hein, à travers votre livre. D'hyper-émotivité également. Alors, hyper-empathie, hyper-émotivité, hypermnésie. Oui, j'ai du bol, moi, je fais tout en gros, là. Voilà, c'est ça. Quand on souffre d'anxiété sociale et qu'on est écrivain, comment fait-on pour gérer les rencontres littéraires? C'est toujours ce que je dis, en fait. Moi, je suis dans ma bulle. Et j'en sors, en fait, pour mes livres. Et sinon, je suis dans ma bulle. C'est mon côté, en fait, ce que j'ai aussi, INFJ, en fait. Hein, c'est très, très compliqué à gérer aussi, ça. On est vraiment dans notre monde à part. Pareil, HPE, on est en décalage total, en fait. Tous les HPI aussi, on n'est pas tous pareils, hein, mais c'est compliqué parce qu'en fait, les gens nous mettent dans des cases. C'est difficile à avancer quand on est mis dans des cases, on est montré du doigt. Pour les gens, être HPI, c'est être des génies. Non. Comme je le dis, moi j'ai été nulle en maths, par exemple. En fait, on peut s'intéresser à beaucoup de sujets quand quelque chose nous plaît. Alors ça, c'est utile en étant écrivain. Parce qu'en fait, quand on fait des recherches, tout ça, vraiment, on se met à fond dans le sujet qui nous passionne et tout. Pour après, en ce qui me concerne, moi, une fois que ça y est, j'ai fait mon livre et tout, je le laisse de côté, je passe à autre chose. Mais vraiment, quand je suis faire des recherches, ça condense, c'est une grande créativité, tout ça. Et quand je parle de mes livres, c'est super, j'arrive à sortir de ma bulle et tout. Puis après, je me renferme, en fait. Je fais mes petites recherches tranquillement, je suis chez moi, je suis dans mon coin. Mais c'est vrai que, comme je suis hyper en tout, en fait,
j'aspire les émotions de tout le monde. Ça, c'est très, très, très difficile parce qu'en fait, comme je suis aussi, je le dis dedans, fibromyalgique, je porte la misère du monde, on porte la misère du monde sur notre dos, hein, c'est comme ça, c'est schématiquement, hein, du coup c'est très très difficile parce que quand on retient toutes les émotions de tout le monde, qu'on ressent la douleur des autres, en fait on veut aider tout le monde. C'est ça, c'est un peu le côté, mon frère me dit des fois Mère Teresa, en fait, hein, je voudrais aider tout le monde, il me dit toujours tu peux pas, tu vis au pays des bisounours. Et c'est vrai, mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Isabelle la gentille, tout ça, mais on peut pas me changer. Mais c'est dramatique en fait quelque part parce qu'être trop gentil, on se fait manger. Et, voilà, mais je changerai pas pour autant. J'aime être comme ça, même si c'est douloureux. Mais c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'exister. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'anxiété, ça n'aide pas du tout, quoi. Il faut savoir où vont les limites. En fait. C'est ça. Et moi, j'ai du mal à mettre des limites, ça je le sais, j'en suis consciente parce qu'il y a des gens qui ont profité de moi, qui continueront probablement, mais maintenant j'arrive quand même un petit peu plus à cerner. Et, je pense qu'avec tout ce que j'ai traversé dernièrement, ces 3 dernières années, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et malheureusement, il faut passer par des épreuves en plus pour toujours ouvrir les yeux justement et comprendre en fait que malheureusement les gens ne sont pas tous aussi gentils qu'on aimerait qu'ils le soient. C'est ça, on ne vit pas dans un monde de bisounours, effectivement. Quand vous dites HPI et HPE, oui. Alors HPE, c'est hyper inutile. Hein. Voilà, on est régulièrement épuisé justement parce qu'on on est drainé avec à aspirer les émotions de tout le monde, à vouloir faire le bien autour de nous, tout ça. Si quelqu'un est triste, on va être triste. C'est comme de l'hyper-empathie. Hein. Et HPI, c'est au potentiel intellectuel, donc on est très très curieux. On a tendance à être perfectionniste dans ce qu'on va faire, dans ce qui nous intéresse. Si ça ne nous intéresse pas, non. Franchement, en ce qui me concerne, hein, après, comme je dis, tous les HP ne sont pas pareils en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'on arrive à être seul. Parce qu'on se retrouve seul en fait. Parce qu'on se met nous-mêmes. Comme on se met nous-mêmes nos propres barrières, à force d'être mis de côté, parce que un peu comme des bêtes de foire, où toi t'es comme ça, pour éviter justement de devoir toujours s'expliquer, non, on n'est pas comme ça, on n'agit pas comme ça, c'est pas vrai. Enfin, il arrive un moment, c'est un petit peu, pas un ras-le-bol, mais c'est fatigant. Parce que pour les gens, automatiquement, t'es HP, tu sais pas ça. Non, on n'a pas la science infuse non plus. Quoi, c'est ça le truc. Et du coup, on en vient à se mettre, c'est un peu schématique ce que je vais dire, mais au même niveau que les gens, pour pas se sentir supérieur. Parce que les gens vont nous faire sentir supérieur. Mais on n'a pas envie d'être supérieur aux gens, on a juste envie d'être nous-mêmes. Et c'est pas notre faute. On est comme ça. J'ai 2 de mes fils qui le sont. C'est pas pour ça qu'ils écrasent les gens. Voilà, on a des facultés dans certains domaines et puis dans d'autres non. Mais oui, c'est vrai que c'est chacun en fonction des personnalités. C'est différent, effectivement. C'est ça. Moi, j'ai mon fils, oui, c'est les maths. Alors, les maths, il adore. Hein. Là, il a un niveau terminal alors qu'il est en 3e. Moi, j'étais nulle en maths. Par contre, lui, les langues étrangères, c'est... Non, alors que moi, c'est le contraire. Vous voyez, il a faculté en tout. Par contre, lui, faculté d'adaptation et vraiment... donc, c'est bien. Et mon 3e fils, non, mais c'est pas pour ça qu'il est stupide. Voilà, quoi, c'est... Non, pas du tout. En tout cas, c'est un beau témoignage, ça. C'est vraiment un beau témoignage. C'est le genre de livre que l'on lit et puis, comme on dit, on suit dans quoi on se retrouve, en fait. Voilà. C'est écrit un peu comme un journal, en fait. C'est ça. Bon, à un moment, vous parlez, de façon, vous donnez des conseils surtout, hein, comment survivre à un deuil, voilà, ce qu'il faut faire, comment gérer l'anxiété, l'émotivité, tout ça.
Et maintenant aussi, vous parlez de l'hystérectomie. C'est ça. Vous avez dit en fait la fibromyalgie. Je suis fibromyalgique. Alors c'est fatigant. Oui, vous parlez d'un examen. Pardon. Pardon. Oui, vous parlez d'un examen très humiliant, vous avez dit. Je le souhaite à personne. Ça, c'est un examen que j'ai été obligée de passer parce que avant qu'on pose le diagnostic en fait, de fibromyalgie, on m'a testé pour plusieurs sortes de maladies aussi pour les écarter en fait. Parce qu'avant de poser le diagnostic de fibromyalgie, il faut passer automatiquement des examens, ce qui est logique. Et moi, j'avais un autre souci en fait, puisque je m'étais paralysée 3 fois. Et on devait donc en fait éliminer un problème neurologique et on m'a fait un examen que je souhaite à personne en fait pour voir si j'avais une névralgie pudendale. Donc franchement, même à mon pire ennemi, c'est franchement pas terrible. Quoi. Même le professeur qui m'a fait l'examen m'a dit je sais très bien que vous allez souffrir. Il me fait je suis désolée, mais bon, j'ai eu 3 accouchements qui n'étaient pas des parties de plaisir, mais même à côté de ça, j'en ai pleuré. C'était pas top du tout. Je le souhaite à personne. Quoi, ouais. Oui, j'imagine. Parce que au moins, on a écarté la maladie neurologique, déjà, ça c'était bien. À ce niveau-là. Bon, après, voilà, une fois que le diagnostic de fibromyalgie est posé, j'ai envie de dire que, bon, on n'est pas plus avancé, mais on a avancé quand même. Parce qu'en fait, au moins, on a un nom, on sait ce qu'on a. Le problème, c'est que pour s'en sortir, on la vit, quoi. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, c'est difficile. Moi, j'ai décidé de vivre avec, et de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis avec elle à 24. Par moment, je ne peux pas sortir de mon lit tellement je suis lessivée. Alors ça, c'est pareil, le regard des gens, parce que c'est une maladie chronique invisible. C'est t'es handicapé, parce que voilà, je suis reconnue handicapée. Ben, t'as rien. Donc c'est toujours se justifier. Oui, j'ai rien. Bah, écoute, prends tous mes symptômes et puis voilà, parce qu'en fait, il y a plus de 100 symptômes pour la fibromyalgie. Moi, je suis positive à plus de 90. Donc, je ne les ai pas tous en même temps. Hein. C'est par moment, heureusement. Mais voilà, c'est quand on fait en fait le bilan, on se rend compte que, ah ben oui, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Après, le souci, c'est que des fois, on aurait tendance à se dire, ah ben c'est bon, c'est la fibromyalgie, mais justement, il ne faut pas. Parce que des fois, on risque de passer à côté d'autres choses plus graves. Et du coup, il faut vraiment apprendre à connaître son corps et voilà. Après, tout en ne pas l'écoutant de trop non plus, c'est ce que je fais. Moi, je me force à faire du sport, maintenant que j'ai le droit d'en refaire. Enfin, voilà, je marche beaucoup. Et je me dis, si j'ai mal, ben, c'est parce que tu as fait du sport. Oui, et puis ça sort de la fibromyalgie. Je me dis, non, je veux pas qu'elle est dessus. C'est pas elle qui va contrôler ma vie. De toute façon, on a assez contrôlé ma vie. C'est vrai. Le sport, de toute façon, ce n'est que positif, aussi bien pour le physique que pour le mental. Le mental, ça joue beaucoup sur le mental. Oui. Et alors, dans le livre, je vais vous en parler aussi. De toute façon, vous parlez de tellement de sujets, effectivement, qui concernent l'anxiété, l'émotivité, tout ça. Et à un moment, vous parlez de suicide. C'est relié à l'état dépressif. Vous expliquez, en fait. Alors, moi, je voulais vous demander, en me lisant, comment arriver à détecter quand une personne est dépressive. Ça paraît simple, mais vous savez, il y a des dépressifs qui rigolent tout le temps. Hein? Il y a des dépressifs qui savent cacher le jeu, hein, qui, bon, comme ça, qui rigolent, qui... Voilà, comment arriver à détecter... On porte un masque, en fait, quand on est en dépression. Il est facile de tromper les gens, en fait, derrière un sourire, en portant un masque, et puis, voilà. C'est très très difficile d'aider quelqu'un si la personne déjà ne veut pas d'aide, ça c'est clair. Des fois on peut s'en rendre compte si la personne se renferme, si la personne perd l'appétit, voilà, ça peut être des signes annonciateurs. Mais des fois on ne voit pas. Moi dedans je le dis, hein, quand je parle de suicide, hein, c'est en connaissance de cause. Et il ne faut pas le détecter. Seulement, je venais de passer une sale période, voilà. Mais si la personne ne va pas écrire un mot, ou, voilà, ne va pas le dire, forcément. J'ai rencontré des personnes qui malheureusement se sont suicidées.
on n'aurait jamais pu de nous. Jamais. C'est très très difficile. Quelqu'un qui fait une dépression, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est différent. Parce que là, c'est vraiment le ras-le-bol. Généralement, ça peut être un ras-le-bol du travail, un burn-out familial. Donc, la maman qui est exténuée de ses journées, ça existe, les burn-out familiales, et on ne peut plus. Mais on va le voir, en fait, on va le voir. Parce qu'elle va être exténuée, elle va être mis une dépression. Oui, la personne peut très bien sortir faire la fête avec ses potes et le soir rentrer et s'écrouler sous la douche à pleurer toutes ses larmes de son corps. Oui, ça c'est choquant, c'est vrai que c'est choquant. C'est ça. Et du coup, comme le suicide, généralement c'est une pulsion. En fait, c'est un psychiatre qui m'expliquait ça, c'est sous l'effet d'une pulsion. À un moment, en fait, le corps, il fait stop, c'est bon. C'est arrête, enlève ton masque, en fait, c'est pas la vie que tu veux, donc change. C'est un appel au secours de notre propre corps, en fait. C'est le cerveau qui peut plus, voilà. Et soit on est fort, soit malheureusement des personnes n'ont pas la volonté, et ça c'est très triste parce que justement c'est là que ce serait bien de pouvoir anticiper, et malheureusement on ne peut pas forcément, et on arrive à des drames. C'est clair. Moi j'ai connu ça, donc c'est difficile, très difficile. Des fois on se pose des questions des années après. Et pourquoi ? Nous, les personnes qui restons, se demandons est-ce qu'on aurait pu voir, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose. Oui, il y a la culpabilité, oui. C'est ça, c'est ça. Vous pensez... Et par contre, sens inverse, quand on passe à l'action, puisque je le dis, on n'éprouve pas forcément de culpabilité parce qu'en fait, on est dans un sentiment où c'est même pas on veut de l'attention, c'est juste on veut du repos, on veut se poser, on veut. Voilà quoi. Que on tout veut passer à s'arrête. autre chose. Que toute la souffrance s'arrête, voilà. Tout le mal-être. Que tout le mal-être s'arrête. La souffrance s'arrête et pour nous, c'est la seule solution. Et en fait, moi j'ai eu la chance, je le dis dans le livre, d'avoir eu ma mère qui m'a sauvée à ce moment-là. Et l'instinct maternel, en fait. C'était son instinct maternel, sinon je ne serais plus là. Et en fait, non, la vie, elle vaut la peine d'être vécue, malgré tout ce qu'on traverse. Vraiment. Et pourtant, j'en ai ramassé. Et je dis toujours que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça, c'est ce qu'on ressent à travers le livre. Vous parlez effectivement de ces périodes, vraiment des périodes noires, des périodes où complètement vous ne savez pas où vous en êtes, les tentatives de suicide, voilà, la perte de votre maman. Bref, vous donnez justement tous ces... Déjà des mises en garde contre des narcissiques, ça aussi, c'est ça, pour éviter des abus émotionnels. Vous donnez des conseils, surtout la fibromyalgie, ça, de toute façon ça va ensemble avec l'hystérectomie, vu que c'est l'ablation de l'utérus. À un moment, vous dites que vous connaissez qui sont nés sans utérus. Je l'ai lu dans le livre. Ah ouais, j'étais étonnée. Ça, je ne le savais pas. Moi aussi, en fait, c'est... Alors, je ne sais pas si elle verra cette interview, mais voilà, elle se reconnaîtra. C'est la fille d'une amie. Et en fait, elle n'avait pas ses règles en étant adolescente, donc forcément, elle passe des examens, et là, on lui a appris qu'elle n'avait pas d'utérus. Donc, c'était très dramatique aussi. D'accord. C'est relativement dramatique pour une jeune fille, en fait, quand on lui annonce qu'en fait, elle ne sera jamais maman. D'accord. Oui, c'est très dur. C'est sûr que ça peut... Donc on peut... Parce qu'il faut aussi faire le deuil, en fait. Il faut aussi faire le deuil. C'est compliqué. Parce que le deuil, c'est pas seulement faire le deuil d'une personne, ça peut être le deuil de beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, mesdames et messieurs, lisez ce livre. Il est vraiment à lire. Il parle à plus d'un. Il parle à plus d'un parce que Isabelle, de par son expérience, donne effectivement, elle fait part de son expérience. C'est un témoignage, c'est une sorte de témoignage ou de journal qu'elle tient. Et c'est effectivement un journal qui peut apporter une lueur d'espoir à quiconque. Il faut vraiment la lire. Les conseils, c'est surtout, comme je disais, elle dit en fait,
c'est contre l'auto-sabotage. C'est ça. Contre l'auto-sabotage, elle en a eu des vertes et des pas mûres. Et puis elle partage, voilà, en toute simplicité, elle nous partage effectivement, elle nous ouvre quelque part, voilà, une partie d'elle-même. Voilà, pas totalement, mais une partie d'elle-même. Et de là, oui. Parce que entre orpheline, divorcée, stérile, comme vous le mettez, hein, et j'ai relevé un quatrième bipolaire. Vous voyez, donc tout ça, ça en fait beaucoup. Oui, ça en fait beaucoup, mais il y a une lueur d'espoir que vous transmettez dans ce livre. Des conseils sur tout, hein, comment faire face, voilà, conseils à la suite d'un divorce, conseils pour survivre à un deuil, conseils pour gérer l'anxiété, la dépression. Il y a des petites, voilà, recettes, hein, elle ne le dit pas comme ça, mais elle explique par quoi elle est passée. Donc c'est à chacun de voir, vous allez peut-être vous reconnaître, vous avez peut-être suivi le même chemin, tout ça, mais c'est très intéressant comme livre. Et elle clôt le livre avec c'est l'espoir, c'est quoi? C'est la sérénité, c'est des poèmes sur différents thèmes. Et j'ai aimé ce poème sur le sourire, parce que c'est aussi ce qui fait, vous voyez, c'est un éclat, le sourire. Voilà, c'est cette rose matinale, c'est cette rose de tous les jours, donner un sourire ou recevoir un sourire. Donc c'est ça. Vous commencez en disant un sourire. C'est agréable quelqu'un qui sourit, c'est vrai. On se balade dans la rue, quelqu'un sourit devant vous, vous rendez forcément le sourire. Ou alors ça vous fait sourire en disant tiens, la personne sourit, elle est heureuse, elle est, voilà, ou elle pense à quelque chose de bien, tout ça. Il transmet le bien-être à celui qui le reçoit. Il redonne espoir à celui qui le voit, effectivement. Qu'en est-il de la personne qui le donne? A-t-elle vraiment envie de sourire? Que cache-t-elle derrière ce rictus parfois forcé? La douleur, la tristesse, le malheur, les émotions ne sont que des sentiments. Rien de plus facile que de feindre un comportement. On vient de parler justement de comment reconnaître une personne dépressive qui est à bout. Comme on dit, la personne peut aller dans une fête, rentre chez elle toute seule, et puis on apprend qu'il s'est suicidé. Et là, tout le monde est étonné. En vous lisant, je me suis posé la question, je me dis, mais comment reconnaître un dépressif? Surtout si on ne vit pas avec, peut-être qu'en vivant avec, on peut reconnaître, on est des parents. On peut reconnaître quand même quand son enfant est dépressif, en vivant avec l'enfant dans la maison. Mais si l'enfant ne vit pas avec, hein, si on ne vit pas avec l'enfant dans la maison, l'enfant est seul chez soi, ou un ami, une amie, la personne étant seule, broie le noir, tout ça, et au moment où il sait qu'il va voir, il va vous voir l'ami, machin, et puis là, c'est une autre façade. Il se présente avec un sourire, voilà, tout ça, on ne sait pas. Donc en vous lisant, je me suis dit, oh là, mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même de reconnaître quand une personne est dépressive. Un ami, quelqu'un qu'on ne voit pas, avec qui on ne vit pas. Vous voyez? Parce qu'en vivant avec, on est des parents, l'enfant s'enferme dans la chambre. À un moment, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais dans la chambre comme ça? Tout seul, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Donc le sourire a cette double facette. C'est ce que j'ai retrouvé dans le poème. Rien de plus facile que de feindre un comportement. Souvent, les gens se cachent derrière un sourire, simplement pour ne pas expliquer ce que les autres n'ont pas envie d'entendre. Ne vous fiez donc pas à un sourire, c'est une âme de séduction autant qu'une âme de protection. J'ai même failli rajouter de destruction. Pour rimer avec votre, c'est une âme de séduction, je me suis dit autant qu'une âme de destruction. Destruction de soi même. Destruction de soi. Voilà. Donc, parmi tous les poèmes qu'il y a, il y en a un. Moi, je suis tombée sur celui-là, je me suis dit, tiens, je vais le partager. J'aime bien parce que c'est ça. Qu'est-ce qui se cache souvent derrière un sourire? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, mesdames et messieurs, Isabelle, avant qu'on termine, donc, je vous laisse le mot de la fin. Je vois le mot de la fin, mais bon, je vous laisse conclure. Je pense qu'il faut, le plus important dans la vie, déjà, c'est de croire en soi. Parce qu'on devient ce que l'on pense de soi-même. Donc il faut toujours être positif, tout le temps. Peu importe les épreuves, même si c'est plus dur, arrive. Il faut toujours
penser que le meilleur reste à venir, c'est ma devise. Tout le temps, tout le temps. La vie, on n'est pas avec un mode d'emploi. C'est ça. On ne sait pas ce qui va nous arriver tout au long de la vie. Et c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit belle. On se réveille avec le sourire, parce qu'on se réveille, voilà. Et on se couche avec le sourire, parce qu'on a passé une bonne journée, on a fait notre maximum. Et si c'était pas une bonne journée, on se dit que le lendemain, ce sera une bonne journée. Il faut toujours, toujours positiver. Et croyez-moi, j'en ai traversé. Et je suis positive. Je me dis que le meilleur reste à venir tout le temps. Tout le temps. Et je suis en train j'en profite pour le dire, de traduire et faire vérifier ce livre en anglais. Donc, passage. Petite promo. Je pensais à ça en lisant, en me disant, bon, vous faites les deux, vous avez vécu aux États-Unis pendant un moment, donc vous pouvez effectivement le faire traduire. Ça serait une bonne chose. Ben, super, super. Maintenant, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure le livre. Je suis morte il y a 25 ans. Alors, sur Librinova, sur Amazon, sur plein de librairies en ligne, en fait, voilà, auprès de moi. Si vous voulez la version dédicacée, voilà. Je suis contente, j'ai la mienne, dédicacée. Hein. Exactement. Super. Vraiment, merci. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Un grand merci à vous, Isabelle. Voilà. On se dit donc à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous venons donc d'écouter l'intervention de Madame Isabelle Duval par rapport à son livre. Donc, dans ce livre, comme je disais, c'est une sorte de journal qu'elle tenait, ou plutôt un témoignage sur les différentes épreuves, les épreuves difficiles, voilà, dont elle a dû faire face tout au long de son existence, tout au long de sa vie. Et que maintenant, elle donne des conseils ou des mises en garde en disant aux personnes, écoutez, quel que soit tout ce qu'on peut traverser, il y a toujours une lueur d'espoir. Quand on veut, on le peut, il faut chercher de l'aide. Au lieu d'aller plus loin, je vais donc lire un petit paragraphe qu'elle a mis pour terminer effectivement tout son récit, tous ses petits conseils, après avoir énuméré tous les déboires qu'elle a traversés. Elle dit ceci, pour terminer, je dirais que ce soit pour une maladie, un deuil, une séparation, une opération, elle a parlé justement de cette opération l'hystérectomie qu'elle a subie, une opération ou toute autre chose qui vous occasionne de la douleur. Prenez conscience que le mental est important dans tous les cas. Prenez de la hauteur pour observer vos problèmes et les voir sous un autre angle. Un de mes oncles disait tout le temps que le problème est que nous pensons qu'il y a un problème. J'ai aimé ça. C'est la raison pour laquelle je vous le partage. Mais les personnes qui liront le livre, qui vont l'acheter, vont retrouver le paragraphe. Donc c'est vraiment important effectivement. En disant, un de ses oncles disait que le problème est que nous pensons qu'il y a un problème. Donc quand il y a un problème, cherchons à le résoudre. Notre mental aussi est très important dans tout ce qui nous arrive. Donc tenons bon, quelles que soient les difficultés. La vie est faite de difficultés, c'est pas facile, mais tenons bon, faisons tout pour nous en sortir parce que solution, il y en a toujours. Évitons les suicides, pas de suicide. Voilà, mesdames et messieurs, en gros, c'est le message du livre de Isabelle Duval. Voilà, je vous invite à le lire. Ce n'est qu'un plus. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, soutenez-nous. Vous aimez Parlons de Livres, vous aimez notre contenu, abonnez-vous, mettez le pouce et partagez. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci.